Nous voici dans une zone rudérale, donc fortement anthropisée puisqu'on est au cœur des cultures. Et vous voyez que c'est le lieu de décharge verte du village. Et voici comment nos tomates arrivent. Donc voici un petit peu le chemin des tomates. Elles arrivent donc par les déchets verts des potagers du village. Puis elles se reproduisent spontanément dans les zones rudérales qui sont à proximité. Donc tous ces pieds de tomates là se sont reproduits spontanément. Donc un microclimat, c'est quelque chose qui peut s'étendre à simplement quelques mètres carrés. Ici on doit être sur une dizaine de mètres carrés. Et la majorité des plantes qui s'y trouvent sont des plantes spontanées et sauvages, parmi lesquelles viennent donc se reproduire et se naturaliser des espèces cultivées. Et notre pied de tomate pousse vraiment au milieu de la renouée. Hop. Ici. Et elle s'est trouvée une petite niche écologique bioaccumulatrice de chaleur. On voit que la pierre devant stocke la chaleur et en même temps cette petite niche en forme de trou convexe est orientée complètement plein sud. Et on voit que la tomate pousse en plein milieu. Vraiment sur des zones de remblai qui ont l'avantage pour les tomates d'accumuler la chaleur. Puisque la plupart sont, comme vous voyez, ce sont des restes de tuiles en céramique qui accumulent la chaleur, du béton cellulaire, des agglos. Et vous voyez, on est vraiment sur un tas de décombres. On retrouve même du béton, des copeaux de bois, de la mousse séchée. Des remblais. On est vraiment dans un gros bosquet d'amarante réfléchi. Et derrière ce bosquet, il y a un pied de tomate, voilà, qui a fructifié. Ici, le pied de tomate, il est vraiment entouré d'amarante réfléchie, d'arroche astée. On voit une autre arroche et une forbe. De la moutarde qui est cultivée ici dans les champs et le chardon commun. Et une autre astéracée, ça va être donc la piloselle qui fait des fleurs jaunes et les laitues sauvages. Là ici on doit se situer à peu près à 1,50 m et un petit peu plus haut là-bas à 1,70 m-1,80 m. Les plantes compagnes servent aussi de support. Partout sur cette surface rudérale d'une dizaine de mètres carrés qui correspond à la décharge verte du village, on retrouve la piloselle, une arroche astée, une scariole qui est la laitue sauvage, le chardon commun. Et donc voilà le pied de tomate spontané. Et une amarante réfléchie qui est vraiment très très près à chaque fois du pied de tomate, à quelques centimètres. Et souvent au niveau du couvre-sol, on retrouve la renouée des oiseaux. Ici on a en plus donc une ronce rampante, du liseron des champs, la prêle qui fournit de la silice,
du grand plantain. Du plantain lancéolé, là partout. Plantain lancéolé, une vergerette du Canada. Une autre plante, ça va être la petite stellaire ici. On a une brassicacée qui est ici la bourse à Pasteur. On la reconnaît bien avec ses petites graines en forme de cœur. Cet espace rue d'Hérault, on retrouve aussi donc toute la famille des chardons, qui sont les cousins des artichauts cultivés. Et les artichauts partagent d'ailleurs le même biotope que les tomates. Vous voyez, on trouve même un framboisier ici. On trouve même du maïs. Des amarantes cultivées, des amarantes réfléchies, des soucis, les aunais, qui est l'ancêtre sauvage du tournesol, des tournesols, la verse, qui est une plante bio-indicatrice d'une bonne humidité du sol. C'est une excellente régénérante cellulaire, aussi bien pour les plantes que pour les hommes. Donc toujours des salades sauvages, de la piloselle. L'épervière piloselle, c'est celle-ci. Du renoué des champs, renoué liseron. Et là, on a un jeune pied de tomate qui commence à pousser. De la roche astée. Une amarante rouge. Donc des aroches partout. Des carottes sauvages. Et celle-ci, c'est la fameuse persicaire. Donc on la différencie du renoué poivre d'eau, en fait par ces petites feuilles blanches qui sont typiques de la persicaire. Et surtout au niveau de ces feuilles, elle a une tache noire. Elle est comestible, mais à utiliser comme condiment parce que c'est extrêmement piquant. Donc ça peut remplacer du poivre vert ou du piment assez aisément dans une salade ou une préparation comme le pesto. Dans vos farces, donc pour cuisiner. Et juste derrière, voilà. On a des cultures de peupliers qui sont des fixateurs d'azote. Et on trouve aussi des fixateurs d'azote spontanés, qui est le robiniflor acacia, comme ici, et le mélilo officinal. Donc un fixateur d'azote herbacé. Un autre fixateur d'azote bien commun, c'est donc le trèfle. Donc ici, c'est le trèfle rose. Une autre fixatrice d'azote, ça va être la vesse, une plante spontanée aussi. Donc on la reconnaît avec cette fleur typique des fabacées en papillon, ses feuilles pennées et les petites vrilles ici qui montent et qui s'accrochent. Là c'est une autre variété qui fait des fleurs un peu plus bleutées violines et qui sont en grappe généralement. Donc, ce qui la différencie de la coronille, c'est que la coronille fait des gros bouquets de fleurs et elle n'a pas de vrille. Alors celle-ci, elle a des vrilles, c'est ce qui nous indique que c'est bien une veste. C'est une fixatrice d'azote également. La gesse, c'est une autre fixatrice d'azote, donc qui est de la même famille que le pois, donc le pois sauvage. Donc, vous voyez, elle a des feuilles rondes qui poussent par deux et elle grimpe aussi à l'aide de vrilles. Donc il y a des variétés cultivées qui sont assez volumineuse, dont une variété qui est tubéreuse. Elle s'appelle d'ailleurs la gesse tubéreuse et donc les tubercules sont comestibles. Elle était largement cultivée d'ailleurs il y a quelques dizaines d'années à l'alimentation humaine. C'est aussi une fixatrice d'azote. Donc dans ces zones très exposées aux UV et extrêmement rocailleuses, compactées et pauvres, subsistent en premier lieu toutes les plantes qui ont un système racinaire superficiel et qui ont des vertus cicatrisantes par rapport aux blessures des UV et régénératrices de cellules. Donc c'est le cas du plantain lancéolé. C'est une des plantes clés en compagnonnage parce que c'est la plante analgésique qui va créer une relation symbiotique avec toutes les autres plantes qui vont coloniser les espaces rudéraux. Et
leur apporter aussi bien les nutriments que les propriétés médicinales pour supporter ces conditions difficiles. Vous voyez qu'au niveau des espèces colonisatrices, des premières espèces colonisatrices, on a le trèfle jaune, qui est un fixateur d'azote, qui va se faufiler entre les graviers et les cailloux, et ensuite produire des graines pour se multiplier. Donc il y a une multiplication végétative par les stolons, puis une multiplication par semis. Donc ce sont les plantes qui vont permettre une stratégie de recolonisation de ces espaces brûlés. Au niveau du couvre-sol, c'est la renouée des oiseaux qui joue ce rôle, qui fait vraiment un tapis sur le sol. Donc ça part en rosette du centre et après ça s'étale, ça fait des stolons. Voilà. Et ça peut recouvrir ainsi de grandes surfaces sur le sol. C'est vraiment la toute première plante recolonisatrice des espaces perturbés, des espaces brûlés par le soleil ou compactés. Donc elle est vraiment la première à venir protéger ce sol pour que la vie puisse reprendre et notamment l'activation de l'humus. La plupart des plantes qui recolonisent ces espaces sont des plantes couvre-sol, donc des plantes en rosace, qui vont développer des stolons pour courir sur le sol et recouvrir rapidement ces zones exposées. Donc ici, la stratégie de survie, c'est vraiment le nanisme. Un géranium, il est vraiment minuscule. Il doit être 5 fois plus petit que sa feuille normale. Un des témoins de la forte exposition aux UV, c'est la réaction foliaire, la pigmentation des feuilles, et que la plante augmente sa composition en anthocyane, ce qui leur donne cette couleur un peu violacée, pourpre. Donc ça va foncer le feuillage. Donc là, vous voyez qu'on est sur du vert foncé et du rouge pourpre, presque couleur vin. Donc pareil, vous voyez, pour le chou, il devient rosé violacé. Le pissenlit aussi. En fonçant la couleur de ces tiges, ça crée un écran solaire qui protège en fait les cellules contre les brûlures. Et vous voyez que souvent les premières feuilles ne résistent pas. Et en fait, en séchant, en brûlant, elles vont faner sur le sol et la plante va créer son propre écran protecteur avec des feuilles mortes, des feuilles séchées. Normalement, la plupart des plantes poussent sur un sol, soit un humus riche, soit une litière préexistante. Et ici, sur les sols rocailleux, ce n'est pas présent au départ, ce n'est pas existant. Donc la plante sacrifie une partie de son système foliaire pour créer une litière. Et vous voyez que la vie revient très vite. Hein. On retrouve déjà des fourmis et des pucerons qui vont lire sous ce feuillage. Et même une colonisation par des espèces fongiques. Et en dessous donc de ce pissenlit, on voit les premières graines. L'intérêt de ces biotopes spontanés, c'est vraiment de pouvoir constituer un réservoir de biodiversité. Donc vous pouvez venir en récolter quelques graines, parce que ces graines auront une résistance particulière, donc souvent à la sécheresse et aux brûlures par les UV, mais aussi des résistances, des tolérances aux polluants, parce qu'elles poussent dans les zones de déchetterie et agricoles, donc souvent polluées aux bordures des chemins, voire des routes. Donc ne consommez pas les légumes ou les fruits qui poussent sur ces zones-là, parce qu'elles sont dans des zones polluées, et en tout cas vous ne savez pas ce qu'il y avait dans ces sols-là. Généralement il y a beaucoup de remblais, de produits qui viennent du bâtiment aussi, ou industriels ou domestiques. Mais par contre vous pouvez tout à fait en récolter les graines.